Delatte. Christophe Delatte. L'histoire que je vais vous raconter est d'une fourberie. Vous n'avez pas idée. Il s'agit de l'enquête sur le meurtre en 1992 au Cap d'Antibes, sur la Côte d'Azur, d'Éric de Vriend. C'est une histoire terrifiante dont le monteur est l'argent, comme souvent. Histoire que je vais débriefer avec deux auditeurs fidèles de mes podcasts, Pauline de Brest et Laurent de Bierge en Belgique. Deux interviews à retrouver dans deux podcasts séparés. Voici cette histoire terrifiante écrite avec Okis, réalisation Céline Lebras. Europe 1, Christophe Delatte. Au départ de cette histoire diabolique, un accident de la route, comme il y en a des milliers tous les jours en France. Un gars qui, le soir de la Toussaint 92, au Cap d'Antibes sur la Côte d'Azur, décide d'aller faire un tour de vélo pour prendre l'air. C'est sa femme qui lui a dit « ça te ferait du bien ». Et il est vrai qu'il ne va pas fort en ce moment, donc il y va. Il est là, à pédaler tranquillement, quand soudain, bam! Une voiture le percute de plein fouet. Le pauvre gars se retrouve à 10 mètres de son vélo, en sang, et manifestement très mal en point parce que le sang coule de son crâne. Et la voiture? Oh ben la voiture, elle s'est enfuie, pchit, volatilisée. Entre-temps, la police est arrivée. Les flics du service accident. Le vélo est là, en bouillie. Il y a du sang sur la route et aussi des bouts de verre. Le chauffard a cassé l'un de ses phares dans l'accident. Tu vois le numéro de série quelque part? Non, hein? Bon, on va ramasser les morceaux, on aura peut-être la marque de la voiture. À part ça, on a quelqu'un qui a vu quelque chose? Non. Non, on a un voisin qui a entendu, mais vu non. Monsieur, venez. Vous l'avez pas vu, hein, l'accident? Oh non, non. J'ai rien vu. Mais j'ai entendu, hein, un choc très violent. Ça va pas beaucoup nous aider, ça, monsieur. Attendez. J'ai été mécano pendant presque 30 ans. Et à l'oreille, je dirais que c'est une Simca. J'en suis presque sûr. Vous savez, elles ont un ronron particulier, hein, ces voitures. Mais qu'est-ce que je suis venu faire dans cette histoire d'accident de voiture? Bon, d'accord, il y a un délit de fuite. Mais est-ce que j'ai la tronche à raconter un accident avec délit de fuite? Vous voulez vraiment que je vous raconte la suite? Bon, d'accord. Allons-y. À l'hôpital de la Fontaine, à Antibes, le gars est très mal en point. Il s'appelle Éric de Vriend. Il a 35 ans et il est dans le coma. Multiples fractures du crâne, plus œdème cérébral sévère. Il faut l'opérer en urgence. Pronostic vital réservé. Éric de Vriend sort du coma quelques jours plus tard. Il a fallu l'opérer à plusieurs reprises. Mais il est sorti d'affaire. Et voilà. Comme il n'y a pas de témoin de cet accident. Vous voyez la pile là sur le bureau du policier du service accident? Eh bien le dossier va finir là-dessus. Et même probablement là-dessous. On peut raisonnablement penser que mon histoire est terminée. Mais là pour le coup, c'est moi qui vais insister pour vous raconter la suite. Parce qu'elle est stupéfiante. Trois mois plus tard, au mois de janvier 1993, un courrier arrive au service accident du commissariat d'Antibes. Une lettre d'une compagnie d'assurance qui s'appelle Norwich Union. Écoute-moi ça, tu vas tomber de la chaise. La compagnie d'assurance nous demande de bien vouloir lui faire parvenir une copie du procès-verbal de l'accident de la circulation survenu le 1er novembre à Cap d'Antibes, ayant causé la mort, assieds-toi, d'Éric de Vriend. Il est mort, le type. Et personne nous a prévenus, hein. C'est quoi cette bouillabaisse? Parce que pour moi, le type, il était sorti de l'hôpital, pas en pleine forme, mais sauvé, quoi.
Et donc, décision est prise de convoquer sa femme pour lui remonter les bretelles. Quand il y a une enquête pour accident, on est censé prévenir que la victime est morte. Ça change un peu la donne. Sa femme s'appelle Geneviève Montillet. En vérité, elle n'est pas vraiment sa femme, juste sa concubine. Vous me confirmez, madame, que monsieur de Veyent est décédé? Oui? Oui, je vous le confirme. Mais je comprends pas. Il a été tiré d'affaire, non? Oui, au début, oui, vous avez raison. Il est rentré à la maison au bout de quelques semaines, ça allait. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Attendez. Eric était chez nous depuis 4 jours à peine. Et il est mort comme ça, d'un coup. Il est mort de quoi? Moi, j'étais pas là. C'est quand je suis revenu que je l'ai trouvé mort. Alors j'ai appelé un médecin, et lui, il m'a dit qu'il s'était étouffé en mangeant, qu'il avait avalé de travers, quoi. Sam, que ce n'ait aucun rapport avec l'accident? Si, peut-être. D'après le docteur, il n'a pas eu la force de réagir du fait de sa faiblesse consécutive à l'accident. Et ensuite, l'ami se fait souffler dans les bronches pour ne pas avoir prévenu. Gna 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 gna, je ne savais pas qu'il fallait que je le fasse. Et il a été enterré, monsieur de Veyent, je suppose. Oui, enfin pas enterré. Il m'avait toujours dit qu'il voulait être incinéré. D'accord. Bon, eh bien, il faudrait que vous m'apportiez l'acte de décès, hein, comme ça je vais pouvoir répondre à la compagnie d'assurance. Merci, madame. Et la prochaine fois, pensez à prévenir, hein, quand même. À ce point du récit, je veux lever une ambiguïté. La compagnie d'assurance qui a écrit à la police, la Norwich Union, c'est pas une assurance accident. C'est une assurance sur la vie. Une assurance décès, si vous voulez. Hein, vous payez tous les mois, et s'il vous arrive une tuile, eh ben, celui que vous avez désigné comme bénéficiaire touche de l'argent. Un peu si vous avez un peu cotisé, et beaucoup si vous avez beaucoup cotisé. Donc, une assurance décès veut connaître les conditions de l'accident d'Éric de Veyent. Elle n'est pas la seule. Dans les jours qui suivent, d'autres compagnies d'assurance écrivent pour poser les mêmes questions. Savez-vous combien Éric de Veyent avait souscrit d'assurance sur la vie? Vous êtes assis 8. Et au bénéfice de qui? Tic-tac, tic-tac. Eh bien de sa compagne, Geneviève Montillet. Les policiers ont fait le calcul. Elle va toucher 10 millions de francs. Vous sentez ce qui se cache derrière tout ça? Eh bien l'idée que peut-être Madame Montillet a tué ou fait tuer Éric de Veyent pour toucher le pactole. D'autant plus qu'à bien regarder les contrats. Les signatures en bas sont des faux. On a imité la signature d'Éric de Veyent. Mal, d'ailleurs. Et là où l'histoire devient complètement grotesque, c'est quand les policiers découvrent qu'il n'y a pas que Geneviève Montillet a oublié de prévenir de la mort de son chéri. Elle a aussi oublié de prévenir la mère de son concubin. Sa mère, elle a appelé 1 semaine plus tard, 3 jours après l'incinération. Venez, on va aller voir la maman. Elle est sacrément en colère. Oh, je vais vous dire la vérité. Cette femme, je l'ai détestée dès la première seconde que je l'ai vue. Et là, enfin qu'elle me prévienne pas. Vous vous rendez compte? Elle m'appelle. Et elle me dit, votre fils est mort il y a 1 semaine, et il a été incinéré il y a 3 jours. Sa propre mère. Je vais vous dire, cette femme, elle était avec mon fils que pour lui prendre son argent, et le mien au passage. J'ai bien fait d'aller au bout de cette histoire, non? D'autant que c'est pas fini.
Faute de pouvoir réaliser une autopsie, puisque le cadavre d'Éric de Vriant est parti en cendres, les policiers d'Antibes vont à l'hôpital. Est-ce que quand Éric de Vriant a quitté l'hôpital, il était en forme ou pas? C'est-à-dire que quand il est sorti, nous, on l'aurait bien gardé. Il était prévu d'ailleurs qu'il aille dans un centre de rééducation. C'est quand même sérieux, hein, ce qu'il a eu. Bref, nous, on voulait le garder, mais alors sa compagne, Madame Montillet, elle n'a pas voulu en entendre parler. Elle a signé une décharge et puis elle l'a emmené. Décidément, quelle compagne délicieuse, cette Geneviève Montillet. Madame Montillet, pourquoi retirer votre compagnon de l'hôpital alors que ses soins ne sont pas terminés? Mais le centre où ils avaient prévu de l'envoyer était bien trop loin de chez nous. Mais comment on aurait fait? Il valait mieux que je m'en occupe moi-même, non? Et pourquoi vous n'avez pas prévenu sa mère de sa mort? Parce que Éric n'avait plus aucun contact avec elle. Quand il était à l'hôpital, elle a même pas passé un seul coup de fil. Pas un seul. Vous entendez? Pas un seul. D'accord. Autre chose. Comment est-ce que vous expliquez que les signatures au bas des contrats d'assurance soient faux? C'est pas des faux. Alors oui, c'est moi qui ai signé à sa place, mais c'est lui qui me l'a demandé. Il voulait nous mettre à l'abri, sa fille et moi. Enfin ça nous dit pas pourquoi il les signe pas lui-même. Hein. C'est à cause de ses troubles psychiatriques. Ça lui faisait, vous savez, comme des tremblements incontrôlables. Il était incapable de signer quoi que ce soit. Et là, je fais une pause pour expliquer. Elle ne ment pas quand elle dit qu'Éric de Vriant souffrait de problèmes psychiatriques sérieux, caractérisés par des accès de schizophrénie. Mais ça n'explique pas qu'il ait demandé de signer des contrats d'assurance décès à tour de bras. À part ça, elle se défend bien, Geneviève. Le juge d'instruction qui instruit une plainte pour assassinat déposée par la mère est pourtant quasi convaincu qu'elle a tué son compagnon, mais il manque de preuves. Et donc l'enquête patauge pendant plusieurs mois, et même plusieurs années. Plus de 5 ans après la mort d'Éric de Vriant, une nouvelle juge d'instruction est nommée. Et elle ordonne de placer la mise sur écoute. Et pas qu'elle. Son ex-mari René aussi. Et ses 2 fils des jumeaux de 23 ans, Fabrice et Valérie, aussi. Et un jour, l'ex-mari appelle son fils Valérie. Ça va, mon grand? Dis-moi, le type que t'avais branché avec ta mère, là, pour qu'il provoque l'accident, comment ça se passe avec lui, là? Je sais qu'il avait des états d'âme. Non, ça va, papa, ça va. Nom de Dieu. L'ex-mari et les 2 gamins sont dans le coup aussi. Hop. Mettez-moi tout ce petit monde en garde à vue. Dites-moi, jeune homme, votre prénom c'est Valérie avec un Y, c'est ça? Comme Giscard d'Estaing. Bon, jeune homme, nous avons des raisons de penser que vous, ou votre frère, avez aidé votre mère à tuer Éric de Vriant. Est-ce qu'on a tort? Non. Moi, j'ai rien fait. Hein. Mais mon frère, oui. C'est lui qui a organisé l'accident. Ok. Alors, allons écouter le frérot, Fabrice. C'est vrai. Elle m'a demandé de trouver quelqu'un pour faire le coup. Quelqu'un qui avait assez de sang-froid pour écraser un cycliste. Et moi, j'ai pas pu refuser. D'accord. Et vous avez trouvé quelqu'un? Oui, un copain. Il s'appelle Yann Baudet. Pause. À l'époque du crime, il y a 5 ans, Valérie et Fabrice avaient 17 ans. Ils étaient mineurs. Et ce Yann Baudet que Fabrice vient de balancer était mineur lui aussi. Et tous les 3 étaient de gros glandus qui avaient arrêté l'école et qui se shootaient à l'héroïne. Fin de la parenthèse. Yann Baudet est placé à son tour en garde à vue. Elle m'avait promis 300 000 francs pour provoquer l'accident.
Moi, à l'époque, j'étais à la misère, je vivais dans un squat. Je sniffais et je me piquais avec n'importe quoi. Alors, vous comprenez, 300 000 francs. Et donc, vous l'avez fait. Oui. Fabrice a volé une voiture, et puis sa mère m'a expliqué ce que je devais faire. C'est-à-dire le suivre quand il sortait de la résidence à vélo, et puis attendre d'être dans une rue déserte pour lui rentrer dedans. Et après, comme elle me l'avait demandé, je l'ai appelé d'une cabine, j'ai laissé sonner 2 fois, c'était le signal qu'on avait convenu pour dire que c'était fait, quoi. Attendez la suite. C'est la cerise sur le gâteau. Et alors elle était furieuse qu'Éric y soit pas mort. Elle m'a dit que si je voulais être payé, il fallait que j'aille jusqu'au bout. Et donc 2 jours plus tard, elle m'a amené dans la chambre à l'hôpital. Elle m'a donné une seringue. Et elle m'a dit de balancer une bulle d'air dans la perfusion. Et là, elle est partie. Mais moi, j'ai pas pu le faire. Et là, elle est revenue. Elle a attrapé la seringue. Et elle m'a dit, je vais le faire moi-même. Je sais pas pourquoi ça n'a pas marché. C'est monstrueux. Cette femme est monstrueuse. Dites-moi, Madame Montillet, vos fils et leur copain Yann Baudet disent que vous avez organisé le meurtre de Monsieur de Vriend en les utilisant. Est-ce qu'ils mentent? Non, ils mentent pas. Mais j'avais pas le choix. Qu'est-ce qu'elle va bien pouvoir trouver comme excuse? Vous savez, Eric, c'était quelqu'un d'excessivement violent et très pervers. Sans doute en raison de ses problèmes psychiatriques. Il nous frappait, moi et mes fils. Et puis c'était un détraqué sexuel. Il avait commencé à tripoter notre fille de 5 ans. Il fallait que ça s'arrête. Et les assurances vie que vous avez falsifiées alors? Oh, mais ça, c'était comme une réparation, quoi. Une réparation du mal qu'il nous avait fait. Elle ment. Rien dans l'enquête n'indique qu'Éric était violent. Rien. Autre chose, Madame Montillet. Yann Baudet nous a raconté que vous l'aviez contraint à finir le travail en introduisant une bulle d'air dans la perfusion. Ça, c'est faux. Il invente ça pour me charger. Il n'y a jamais eu d'autre tentative de tuer Éric. Jamais. Donc, elle assume la tentative de meurtre, mais pas le meurtre lui-même. En rappelant que le jour où son compagnon est mort, elle n'était pas là. Elle dit que ce jour-là, elle était allée accompagner une voisine à l'hôpital et qu'elle l'a trouvé mort en rentrant. Et la voisine, qui s'appelle Étiennette, et qui a maintenant 80 balais, confirme. Oh, mais si c'est pas malheureux de mourir comme ça. Madame, vous devez savoir que nous avons placé votre téléphone sur écoute depuis quelques mois. Et je vais vous faire écouter un enregistrement. Étiennette, la police va sûrement vouloir vous interroger. Alors vous faites bien attention à ce que vous dites, hein. On ne s'est pas quitté de l'après-midi, hein. D'accord? Oui, j'ai bien compris. Et en rentrant ensemble, on a découvert le corps d'Éric, d'accord? On l'a découvert ensemble. C'est très important que vous disiez ça, parce que sinon, les policiers sont capables d'imaginer que c'est moi qui l'ai tué. Geneviève Montillet n'a jamais passé l'après-midi avec elle. Et donc, elle n'a plus d'alibi le jour du crime. On se résume. C'est elle, Geneviève, qui a commandité le crime. C'est son fils Fabrice qui recrute Yann Baudet pour provoquer l'accident. À ce stade, on sait que son frère jumeau Valérie était au courant.
Mais il n'aurait pas directement participé, ni à la tentative d'assassinat de son beau-père, ni à l'assassinat lui-même. Mais est-ce qu'on est sûr de ça? Une infirmière qui est venue en début d'après-midi pour des soins à Éric de Vrigne dit que Valérie était là. Et si c'était lui qui avait finalement tué Éric de Vrigne? Le juge n'en est pas sûr du tout. Voilà à peu près comment il voit les choses. L'infirmière passe en début d'après-midi et Valérie est effectivement là, sur place. Juste à ce moment-là, Geneviève Montillet dit qu'elle doit amener la voisine Étiennette à l'hôpital et elle s'en va. La voisine confirme qu'elle est venue la chercher chez elle et qu'elle l'a amenée à l'hôpital. Mais elle met un bémol. Elle m'a juste déposé. Et après, elle est repartie tout de suite. Elle m'a dit qu'elle viendrait me chercher à 5 heures. Mais elle n'est pas venue. J'ai dû rentrer en bus. Geneviève Montillet appelle SOS médecin pour constater la mort à 17h34. Donc, entre le moment où elle dépose la vieille Étiennette à l'hôpital et le moment où elle appelle le médecin, elle a parfaitement eu le temps de tuer Éric de Vrigne, avec ou sans son fils Valérie. Il n'y a plus grand doute, c'est elle qui l'a assassiné. Et on apprend que c'est pas la première fois. Les deux gamins racontent une histoire qui se déroule 5 ans avant le crime, quand ils avaient 11 ans. C'est là qu'elle nous a demandé pour la première fois de tuer Éric. À l'époque, on avait un pistolet à plomb. Et maman nous a dit, tire-lui à bout portant dans la tempe. Alors un jour, Fabrice, il lui a tiré dessus, mais de loin. Ça l'a juste blessé. Mais c'était pas grave. Et Éric, à l'époque, il a cru que c'était un accident et qu'on n'avait pas fait exprès, quoi. 11 ans! Cette cinglée de Geneviève Montillet a demandé à ses fils de 11 ans de tuer leur beau-père. Et comme ça n'a pas marché, les gamins racontent que déjà à l'époque, leur mère a recruté un tueur à gages, un chômeur à qui elle a promis 300 000 francs. Mais que le gars s'est dégonflé. Je vous en ai raconté des histoires de femmes et d'hommes d'ailleurs, tordus jusqu'à la moelle. Mais celle-là, cette Montillet, c'est la reine des tordus, c'est la grande impératrice du crime machiavélique. Geneviève Montillet, son fils Fabrice et Yann Baudet sont mis en examen. Elle pour assassinat et eux pour complicité. Elle est écrouée, mais pas eux. Il reste une question à résoudre. Valérie a-t-il lui aussi participé au crime? On sait par l'infirmière qu'il était présent le jour de la mort de son beau-père. Vous savez, je me souviens pas bien de ce jour-là. En fait, j'étais complètement stone. Alors oui, ma mère m'avait demandé d'être là cet après-midi-là, mais sans me dire pourquoi. Moi, j'aimais pas trop squatter chez eux. J'y allais jamais, quoi. Et comme elle m'avait filé de quoi m'acheter une dose d'héros, j'ai pas trop fait gaffe, quoi. Vous allez venus dans l'appartement. Mais moi, perso, je vous jure, j'ai rien fait. Une dernière question. Elle concerne le médecin qui a signé le certificat de décès. Sur le document, il est écrit qu'il a diagnostiqué une fausse route qu'Éric a avalée de travers et que c'est de ça qu'il est mort. Compte tenu de tous les éléments recueillis dans le cadre de l'enquête, le juge et les policiers pensent que ça ne tient pas debout. Alors ils vont voir le docteur pour découvrir que lui aussi s'est bien fait manipuler. Pour moi, c'était une crise cardiaque. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai écrit sur le certificat de décès. Mais 3 jours plus tard, Madame Montillet est revenue me voir, et elle m'a dit qu'une crise cardiaque, elle risquait de pas toucher l'assurance. Et que donc, il valait mieux que j'écrive qu'elle était morte d'une fausse route. Et j'avoue que j'ai refait le certificat.
Je m'en veux. Mais je l'ai fait. Elle doit être sacrément convaincante, maman, pour amener un médecin à mentir. Quel produit a provoqué la crise cardiaque? Ça, on ne le saura jamais. Dernier épisode avant le procès. Figurez-vous que Geneviève Montillet, qui avait avoué avoir commandité l'accident, fait marche arrière. Tout ce que j'ai dit en garde à vue, c'est faux. L'accident, je suis absolument pour rien. Et c'est sans doute ce qu'elle dira au procès, la diablesse. Mais est-ce qu'elle ira jusqu'à charger ses propres enfants? Vu le personnage et vu la sécheresse de son cœur, c'est bien possible. Le procès s'ouvre à Nice le 23 juin 2003, 10 ans et demi après le crime. Geneviève Montillet est la seule dans le box. Son fils Fabrice et son pote Yann Baudet comparaissent libres. Et comme ils étaient tous les deux mineurs au moment des faits, le procès se déroule à huis clos. Dès le début, la diablesse tente de renverser la vapeur avec un culot incroyable. Mon seul tort, c'est d'avoir tenté d'éliminer mon mari en 85. Mais vous devez savoir qu'à l'époque, j'étais dépressif. Vous pouvez pas comprendre. Mais aujourd'hui, c'est moi la victime. Parce que le jour de l'accident, moi, j'ai vraiment cru qu'un chauffard avait renversé Eric. Et j'ai mis du temps à comprendre que c'est mes fils qui avaient tout organisé. Machiavélique jusqu'au bout. Et on en apprend une bien bonne au passage. Je veux rappeler ici que vous avez un passé, Madame Montillet. Vous avez été condamnée pour ne pas avoir déclaré à sa mort le décès de votre père auprès de la caisse de retraite, de façon bien entendu à toucher sa retraite, de manière indue. Encore l'argent. Décidément, il n'y a que ça qui compte pour la Geneviève. Le pognon. Engranger un maximum de pognon par n'importe quel moyen. Et d'ailleurs, l'avocat général fait une bonne partie de son réquisitoire sur ce thème. L'amour immodéré et maladif de Geneviève Montillet pour l'argent est le seul sentiment qu'elle ait jamais vraiment éprouvé. Avant que la cour ne se retire pour délibérer, Geneviève Montillet clame une dernière fois son innocence. Et puis elle se tourne vers sa fille qui a maintenant 16 ans et qui a coupé les ponts avec elle. Pupus, je te jure que j'ai pas tué ton papa, Pupus. Après 5 jours de procès, Geneviève Montillet est condamnée à 25 ans de réclusion criminelle. Son fils Fabrice et Yann Baudet, eux, écopent de 5 ans chacun. Les jurés ont considéré qu'ils étaient des adolescents fragiles à l'époque, sous la coupe de cette mère manipulatrice. Cela dit, Yann Baudet sera jugé plus tard pour l'assassinat de son propre père en 1998 à Nîmes. Et là encore, c'est étonnant, c'est sa mère qui lui a ordonné de tuer son père, un homme violent. Et pour ça, il sera condamné à 25 ans de prison incompressible. Fabrice et Valérie n'ont jamais revu leur mère. Elle est morte d'un cancer à la prison de Rennes après 11 années de détention. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelat reçoit un invité, acteur direct de son récit. Je vous ai raconté l'histoire de Geneviève Montillet qui, en 1992, sur la Côte d'Azur,
veut se débarrasser de son concubin, Éric de Vrienne, pour toucher toute une ribambelle d'assurance décès, et qui organise son assassinat en 2 temps, avec l'aide de son fils et d'un copain de celui-ci. Et pour cela, elle a été condamnée à 25 années de réclusion criminelle. Et j'ai choisi de débriefer cette histoire avec des auditeurs fidèles, et là je suis avec Laurent. Laurent, vous êtes prof d'histoire géo à Bierge, en Belgique. Est-ce que vous m'en voulez de prendre l'accent belge dans les histoires belges qu'il m'arrive de raconter ou pas? C'est toujours le grand cliché quand on est en contact avec des Français, évidemment, de prendre cet accent, mais bon, je crois qu'on en doit beaucoup, on doit beaucoup de ça à Coluche. Hein, ces histoires, histoires sur les Belges, voilà. Donc vous me pardonnez mes accents misérables? Bien évidemment. Vous écoutez à la radio ou en podcast? Malheureusement, on n'a pas vraiment la radio, à part via Internet, mais ici, j'écoute surtout en podcast sur les chaînes de streaming. Sur les chaînes de streaming. Alors, elle vous inspire quoi? La fourberie de Geneviève Montillet. Ça fait froid dans le dos. Tout son plan était complètement machiavélique sur le long terme en plus, au point de mettre ses enfants dans son jeu. Je pense qu'ils ont été complètement manipulés aussi par leur mère. C'est leur mère quand même, malgré tout, donc qui n'écouterait pas sa mère finalement. Donc ouais. Surtout qu'elle commence quand ils ont 11 ans, c'est-à-dire que ils sont formatés très jeunes. Très jeunes, et puis dans l'histoire, il est dit aussi qu'un des enfants était toxicomane, si j'ai bien compris. Donc voilà, ça rajoute encore une pression, et ouais, c'est vraiment difficilement concevable. Enfin, je suis parent moi aussi de rendre comme ça ses enfants coupables d'un. Enfin, on ne sait pas, mais d'inclure ses enfants dans ce crime. L'argent. Alors c'est le moteur de ce crime, c'est son moteur à elle. Elle veut de l'argent, autant qu'elle peut en avoir. L'argent rend les hommes et les femmes fous, quoi. Oui, voilà. C'est quand même difficilement concevable d'aller jusqu'à tuer pour surtout quelqu'un qu'on aime. Visiblement, a priori, c'est quand même son compagnon pour de l'argent. Donc parce que là, on est sur des sommes. On est sur des sommes astronomiques. On est sur 10 millions de francs. Bon, ce qui fait 1,5 million d'euros de l'époque, mais ce qui fait 4 ou 5 millions d'euros d'aujourd'hui, avec l'évolution du coût de la vie. Donc, la motivation augmente avec le montant de l'argent qu'on va encaisser, probablement. Oui, certainement, oui. Vous constatez dans votre vie que les gens sont guidés par l'argent, pas forcément à ce niveau-là, mais... De là à tuer, c'est quand même difficilement concevable pour moi. De toute façon, vous n'êtes pas concerné, vous, puisque vous êtes prof. Alors, c'est vraiment un métier, on ne court pas après l'argent. Oh, pas du tout, non. C'est un métier de passion. Que vous apprennent les histoires que je vous raconte sur l'être humain? Moi, ce qui me plaît surtout, c'est le cheminement, voilà, justement. Qu'est-ce qui a fait que ces personnes, à un moment donné, ont vrillé, complètement vrillé, et se sont mis à devenir des criminels... parfois multiples. Hein. Bon, ici, on ne sait pas trop, mais encore une fois, visiblement, il n'y en aurait qu'un. Mais oui, c'est ça qui quelque part, pas me fascine. C'est pas une fascination, mais une curiosité plutôt. Avec de la gourmandise, c'est-à-dire que vous consommez beaucoup d'affaires criminelles, ou vous mettez ça un peu à distance? Je vous écoute le matin et le soir pour rentrer, donc je prends les podcasts, je les télécharge sur l'application, et puis ça passe. Je suis en vélo en plus, donc j'écoute ça dans le casque. Aïe, attention aux autres voitures. C'est le temps du trajet, quoi. Attention. Oui, mais j'ai un... Oui, c'est prévu pour, il n'y a pas de souci. Vous entendez la circulation? Oui, bien entendu. Vous mettez pas la réduction du bruit? Non, mais c'est j'ai rien dans les oreilles, c'est via les tempes que ça se passe. Ah, d'accord, ok. Un avis quand même, une opinion sur le quantum de la peine. Parce que là, on a quand même une mécanique criminelle terrible. On a quelqu'un d'extrêmement dangereux, en vérité. Et elle est condamnée à 25 ans. Pour assassinat, elle a encouru la perpétuité. Le quantum des peines qui est décidé par les jurés qui connaissent mieux le dossier que moi et que vous. Hein. Vous l'acceptez en général, ou vous faites votre propre opinion, des fois ça vous révolte? Moi, ça fait longtemps que je vous suis dans votre cheminement aussi. C'est-à-dire que y a une vérité judiciaire.
Et donc, on n'a pas grand-chose, nous, en tant que citoyens, à dire, ben voilà, on est pour ou contre. C'est la vérité judiciaire. C'est moi qui vous ai mis cette idée dans la tête? Oui, depuis le temps que je vous écoute, oui, clairement. C'est le truc. Parce que fatalement, j'ai mon opinion, bien entendu, mais je ne suis pas magistrat, je ne suis pas juré, je ne connais effectivement pas l'affaire complètement. Donc moi, je me fie à la vérité judiciaire. Bravo, vous pouvez pas me faire meilleur compliment. Parce que les gens disent, tu racontes des crimes pour te faire mousser, mais moi j'essaie de faire passer des messages. Et celui-là est super important. Pas de jugement sur les verdicts. Parce qu'on connaît pas le dossier. Moi, j'étais pas au procès, j'ai pas lu tout le dossier. En général, j'ai lu l'ordonnance de mise en accusation, mais pas plus. Et puis, j'ai lu la presse et vu un ou deux documentaires sur le sujet. Mais c'est tout. Et je peux pas avoir d'avis avec ça. Et si l'idée est passée, bravo et merci. Merci beaucoup, Laurent, de Bierge. Je vous en prie. En Belgique. Merci pour ce débrief d'un spécialiste de l'écoute. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelat reçoit un invité, acteur direct de son récit. Je vous ai raconté l'histoire de Geneviève Montillet qui, en 1992, sur la Côte d'Azur, veut se débarrasser de son concubin, Éric de Vrienne, pour toucher toute une ribambelle d'assurance décès et qui organise son assassinat en 2 temps avec l'aide de son fils et d'un copain de celui-ci. Et pour cela, elle a été condamnée à 25 années de réclusion criminelle. Je suis avec Pauline de Brest. Oui, bonjour Christophe. Bonjour, pour débriefer cette histoire. Brest-Rennes, c'est un peu loin, mais c'est la Bretagne. C'est ça, exactement. Vous êtes en congé maternité, d'après ce qu'on m'a dit. Tout à fait, c'est ça. Après ou avant la naissance? Après la naissance. Donc il est né, le divin enfant. C'est ça, il est né le divin enfant, tout à fait. Vous nous écoutez comment, Pauline, à la radio ou en podcast? Les deux, j'écoute tous les replays, en podcast, à la radio, partout. Quand vous dites replay, vous allez sur l'application Europe 1 alors? C'est ça. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée parce qu'il y a les intégrales là. Exactement. Faut le répéter aux gens. Alors Geneviève Montillet, moi je dois vous dire que j'ai rarement vu un tel niveau de perversité. Je sais pas ce que vous en pensez. Je suis tout à fait d'accord. Je trouve que c'est une histoire qui est effroyable. Geneviève Montillet, pour moi, c'est donc une mère qui fait de ses fils finalement des marionnettes. Elle les façonne, elle les utilise et puis elle les pousse à commettre des actes monstrueux sans jamais se salir les mains, elle, finalement. Voilà, elle a un ascendant psychologique assez fascinant sur eux. Et elle va jusqu'au procès à les accuser d'avoir commis le crime. C'est ça. Et à se blanchir elle-même, quoi. Exactement. L'argent. Bon, c'est le moteur. L'argent. Le moteur du crime. Pour moi, évidemment, je pense que c'est le plus grand moteur du crime en dehors, évidemment, des pathologies psychiatriques. Ça vous surprend? Vous comprenez pourquoi l'argent prend tant de place dans la vie des gens? Bien sûr, je comprends pourquoi l'argent prend autant de place dans la vie des gens, mais pour elle, on dirait que c'est une obsession maladive. C'est pas seulement un moyen, c'est un peu une finalité pour elle. Ces gens qui vont de travers, pourquoi ils vous intéressent? Parce qu'ils sont fascinants. On a envie de les comprendre quelque part. Et Geneviève, on s'identifie aussi parfois. Pas Geneviève quand même, si? Pas Geneviève, non, je vous rassure, pas Geneviève. C'est-à-dire que vous vous identifiez à quoi? Au crime plus simple, au crime plus intuitif, au crime plus... Plus intuitif, oui, on se met toujours à la place du meurtrier en se disant est-ce que moi finalement j'aurais pu aller jusque-là aussi, dans la même situation, avec autant de détresse, avec la même enfance. On se pose ces questions, évidemment. Et vous répondez quoi en général? Que non. Évidemment. Toujours que non, vous avez un doute? Non, jamais de doute. Jamais de doute. Je note que vous avez parlé de l'enfance des meurtriers. Oui. C'est donc que j'ai réussi à introduire dans votre cerveau l'idée que l'enfance influence beaucoup ce que devient un homme. Ça a un impact. Je pense. Oui. Ça se traduit dans bon nombre d'affaires, ça. Dans beaucoup d'affaires, oui. Souvent, on remarque qu'il y a beaucoup de traumatisme dans l'enfance, que c'est des enfants qui n'ont pas été aimés ou mal été aimés, et qui, en grandissant, nourrissent une haine, une rancœur qui, finalement, explose un jour. C'est vertigineux, ça, parce que ce sont eux qu'on condamne et pas ceux qui ne l'ont pas aimé. C'est ça, c'est l'injustice, la justice injuste. Oui.
Bon, on peut pas faire mieux. On pourrait faire mieux, sans doute. Vous croyez qu'on peut faire venir papa et maman d'un gamin qui a tué en disant vous avez été méchant avec lui, on va vous condamner aussi? Non, évidemment que non, mais à l'instant T, quand les enfants sont maltraités, c'est important de s'en occuper aussi. Est-ce que vous diriez, Pauline, que vous êtes passionnée par le crime? Ou alors ça va pas si loin que ça? Si, ça va aussi loin que ça. Je suis tout à fait passionnée. Et que dit votre entourage là-dessus? Ça les fait rire, mais ils sont aussi admiratifs parce que je suis de près toutes les affaires connues et moins connues. Les affaires en cours, vous voulez dire? Les affaires en cours aussi, quand j'ai le temps, ouais. Est-ce que il y a possiblement, ça arrive de vous traverser la tête, quelque chose de malsain là-dedans? Dans le fait d'écouter et d'être fasciné par ça, vous voulez dire? Et dans le fait que je les raconte aussi, traitez-moi de malsain aussi, si vous le souhaitez. Je crois pas que ce soit malsain. Je crois que c'est justement une façon de mettre en lumière ce qui se passe dans la vraie vie finalement. Et la vie n'est pas toujours belle, pas toujours rose, et il y a des drames partout. Et c'est intéressant de se pencher dessus, d'essayer de comprendre et de raconter ces histoires. Vous pensez qu'il y a une mauvaise présentation de l'humanité qui dit qu'il y a des noirs et puis qu'il y a des blancs? Et vous pensez comme moi que tout le monde est plus ou moins gris? Je pense que tout le monde a une part de bon, une part de moins bon. Certainement des gens mauvais aussi, mais oui, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc, et c'est intéressant et important de s'intéresser à ça justement. Donc on est d'accord. De décortiquer les affaires. On est sur la même ligne. Tout à fait. Vous nous écoutez en podcast? Je vous écoute en podcast aussi, oui. Oui, et à la radio, alternativement. Et à la radio. Oui. À quelle heure? Enfin, la radio, c'est à 14h, et en podcast? Alors, moi, j'écoute souvent les replays, parce qu'avec le bébé, du coup, j'écoute ça le soir, après ma journée. Pas pour vous endormir? Si, souvent. Ah, encore une. Ça me dépasse, Pauline. J'avoue. Mais vous vous endormez pendant l'histoire? Souvent, oui. Souvent. Et alors, mais parfois, j'enchaîne les histoires, et là c'est dramatique, je ne dors pas de la nuit. Est-ce qu'il y a une hypothèse dans laquelle le bébé sera traumatisé par ces histoires auxquelles il ne comprend rien? Non, évidemment que non, j'espère pas. Ne me faites pas peur. C'est votre premier enfant? C'est mon premier enfant, tout à fait. Parce qu'il y a débat aussi là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a des parents qui laissent leurs enfants de 7 ans, 8 ans, 9 ans écouter mes histoires le plus simplement du monde. Et moi, je leur dis, oui, non. C'est pas notre cas. Hein? C'est pas mon cas, je vous rassure. Vous le ferez pas? Je ne le ferai pas. Il n'y a même pas d'écran à la maison et pas le droit, évidemment, au portable. Ouais. Donc, Et en même temps, je vous raconte la fin du truc. C'est-à-dire que moi, je discute avec ces gens, du coup. Et en fait, je me suis aperçu que c'était peut-être pas aussi traumatisant. C'est-à-dire qu'il y a, une mise à distance des histoires. Les gens ne les vivent pas de l'intérieur. Ils les regardent de l'extérieur. Et les gamins aussi. Enfin, moi, je suis comme vous, je laisserai pas les gamins l'écouter, mais je veux dire, je trouve que finalement, à l'usage, c'est peut-être pas si grave de les laisser écouter. En tout cas, Pauline, j'étais ravi de parler avec vous. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.